OK, donc bon après-midi et bienvenue au dernier laïus de la session. Euh, je vais juste partager mon écran. OK, OK, voilà. Donc, aujourd'hui, on va voir le dernier test, donc c'est-à-dire le qui carré. Donc, en fait, c'est une famille de tests. Donc, jusque-là, on avait tout le temps des variables quantitatives continues car on utilisait des lois de référence qui sont basées, ils sont tous dérivés de la loi normale, donc ils étaient basés sur des variables continues. Puis lorsqu'on avait des variables semi-quantitatives, on utilisait des tests, une alternative des tests non paramétriques. Mais ce test de qui carré, dans le fond, ça permet d'avoir des variables qualitatives. Donc, on va voir les différents tests. Ça va être un laïus relativement court. Un petit retour sur le TP4, juste 2 questions qui ont été moins bien comprises ou réussies. Puis par la suite, j'ai des questions quiz. Donc, le qui carré. Le qui carré, ça permet de tester une relation en 2 catégories de variables. Donc, il va tester des fréquences dans un tableau de fréquences et il va aussi tester la probabilité que les fréquences dans les cases soient réparties en suivant un modèle donné ou une théorie donnée. Donc, on va souvent commencer avec 2 tableaux, donc un tableau de fréquences observées, qui dans le fond va être nos données comme chercheurs, puis les fréquences attendues, que ça va être soit dicté par une théorie ou prédit par des valeurs qu'on va calculer en manipulant les fréquences observées. Donc, juste faire attention que les données doivent être en fréquence absolue. Lorsqu'on commence avec les données, on commence avec le tableau des fréquences observées, puis cela doit être en fréquence absolue et pas de fréquence relative. Donc, il y a 2 types de tests de qui carré. Il y a le qui carré de contingence puis le qui carré de conformité. Celui de contingence, c'est lorsqu'on crée les fréquences attendues à partir des données observées, donc à partir de notre premier tableau. Puis celui de conformité, c'est que les fréquences attendues sont créées à partir d'une distribution de référence, par exemple la loi de Mendel, ou par exemple si on veut tester le nombre de garçons ou de filles à la naissance, puis le modèle nous dit que de façon théorique, il y a 50% de filles puis 50% de garçons, mais c'est comme ça, c'est dicté par une théorie. Donc, en premier, on va voir le qui carré de contingence. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a pas de modèle mathématique. Donc, on va faire comme si les données devraient être réparties proportionnellement dans chaque classe, donc dans chaque case aussi. Et on va donc générer notre tableau des fréquences attendues. Donc, notre H0, notre hypothèse nulle dans ce test, mais dans les tests de qui carré en général, sera qu'il n'y a pas de relation entre les lignes et les colonnes. Donc, ici, par exemple, on a un tableau des types de chocolat qui sont classés selon leur couleur, c'est-à-dire blanc ou noir, et selon leur taille, donc petit, moyen et grand. Puis la dernière ligne et la dernière colonne sont les sommes. Donc, on va utiliser ce tableau de fréquences observées pour calculer celui des fréquences attendues. Donc, juste représenter ici avec des couleurs les sommes. Parce que lorsqu'on va calculer notre tableau de fréquences attendues, on va s'assurer que les sommes des lignes et des colonnes restent pareilles. Donc, la formule qu'on va utiliser, c'est en fait la somme de la ligne fois la somme de la colonne divisé par le total. Donc, on va faire, pour avoir le 8,4 ici, on fait 28 fois 15 divisé par 50. Donc, ici, on veut vérifier s'il y a un lien entre
ces deux variables, donc c'est-à-dire la taille et la couleur. Est-ce que dépendamment de la taille du chocolat, est-ce que ça va être plus enclin à être blanc ou noir? Donc, étant donné qu'on teste l'hypothèse nulle, qui dit qu'il n'y a pas de lien, on va faire comme s'il n'y avait pas de relation entre les deux variables et on va les répartir proportionnellement dans ce deuxième tableau que vous voyez en bas en utilisant cette formule. Donc, toujours les totaux des lignes et des colonnes restent pareils. Puis, dans le fond, ce tableau de fréquence attendue, il représente vraiment les valeurs si H0, l'hypothèse nulle, est vraie. Donc, H0 va dire que les proportions des chocolats blancs et noirs vont être pareilles au sein de chaque catégorie de taille. Et ce tableau de fréquence attendue peut être aussi appelé des espérances mathématiques. C'est synonyme. Donc, ici, on a 3 tableaux. En fait, on a nos fréquences observées, c'est celui à droite avec lequel on a commencé. Avec ce tableau, on a créé le tableau de fréquences attendues en faisant le calcul à la diapo précédente. Donc, notre tableau de valeurs observées, c'est nos données en tant que chercheur. Puis avec cette formule de qui carré, ça nous permet de créer ce troisième tableau. Donc, cette formule qui est la valeur attendue moins la valeur observée. Donc, ici, c'est le 8,4 moins 7 mis au carré divisé par la valeur attendue, donc divisé par le 8,4 qui nous donne le 0,23. Donc, important ici que on met la valeur au carré. Donc, nos valeurs de qui carré ici vont tout le temps être positives. Et en mettant cette valeur au carré, on perd aussi la directionnalité dans laquelle la différence se situe. C'est-à-dire, on ne sait pas si ce qu'on observe est plus petit ou plus grand que ce qui est attendu. Donc, si on n'a que le tableau de qui carré, on ne saura pas si la valeur qu'on avait était plus grande ou plus petite que ce qu'on attendait dans le fond. Donc, pour savoir si on a plus ou moins à ce qu'on attendait en théorie, il faut vraiment avoir les données brutes, donc c'est-à-dire les deux tableaux en haut que vous voyez. Puis, dans le fond, le total de toutes ces cases va nous donner notre variable auxiliaire qui est le qui carré. Oui, dans le fond, c'est ça que j'illustre ici. Donc, le total va nous donner le 12,2 qui est notre variable auxiliaire, donc le qui carré. Donc, plus l'hypothèse nulle est vraie, plus les valeurs seront proches de 0. Et plus j'augmente mon qui carré, plus j'ai la chance de rejeter mon hypothèse nulle. Donc, on va comparer cette valeur de qui carré avec la référence de qui carré, la loi de qui carré dans le fond, qui est centrée sur 0 et asymétrique à droite. Ici, on peut même apprécier quelle cellule, dans le fond, contribue le plus à ce qui carré total. Donc, dans le cas ici, ça serait le 3,33 et le 3,20. Ça représente là où il y a des différences importantes. Donc, on va faire un exemple. Donc, le fichier de données Bio 2041 contient des mesures morphométriques de 206 étudiants qui ont suivi le cours Bio 2041 en 1992. On cherche à savoir si la proportion de couleurs de cheveux
est-elle la même chez les garçons que chez les filles? Donc ici, on a deux variables qualitatives, donc c'est-à-dire le sexe qui est qualitatif et binaire dans le fond, c'est soit femme ou mâle, et la couleur des cheveux qui peut être brun, brun noir, blond, châtain. Donc, comme tous les autres tests, on va faire les 9 étapes. Donc, la première, c'est la question biologique. Donc, on se pose la question, est-ce que la couleur des cheveux et le sexe sont liés? Donc, dans l'objet donné, on a créé notre tableau de contingence avec la fonction table. Donc, ici, on est allé chercher la colonne sexe du tableau Bio 2041 et la colonne couleur des cheveux dans ce même tableau. Et cette fonction, ça donne un tableau de contingence comme vous le voyez ici. Et c'est un tableau de fréquence dans le fond. Et on voit directement, par exemple, combien de femmes ont des cheveux blonds et toutes les combinaisons possibles dans le fond. Donc, à l'étape 2, on déclare nos hypothèses. Donc, l'hypothèse nulle est qu'il n'y ait pas de lien entre la couleur de cheveux et le sexe, ou on peut dire la proportion des différentes couleurs de cheveux est la même pour les deux sexes possibles. Donc, le qui carré est égal à 0. Ça veut dire que le tableau observé et attendu sont identiques et qu'il n'y a pas de différence. Et ça veut aussi dire que la connaissance d'une variable ne nous permet pas de prédire l'autre variable. L'hypothèse alternative, c'est que la couleur des cheveux et le sexe sont liés, ou la proportion des différentes couleurs de cheveux n'est pas la même selon le sexe. Donc, mon qui carré qui est plus grand que 0. Donc, ici, le raisonnement du test est bilatéral, car ça nous permet de dire ça ne nous permet pas de dire où est la différence, ça dira seulement qu'il y a une différence entre nos deux tableaux. Donc, dans ce sens-là, c'est un peu analogue au test de ANOVA, mais c'est un test effectué unilatéral à droite parce que plus j'ai de la différence au sein de mes tableaux, entre mes deux tableaux, c'est-à-dire, plus mon qui carré va augmenter. Et étant donné qu'on va le mettre au carré, ça restera toujours positif. Donc, le choix de test, c'est le test de qui carré où on va calculer notre variable auxiliaire avec cette formule qui représente dans le fond la somme du tableau. Donc ici, la somme des lignes et des colonnes de la fréquence observée moins la fréquence attendue mise au carré divisé par la fréquence attendue. Donc, pour les conditions d'application, comme tout test, il faut avoir l'indépendance des observations. Les données doivent se retrouver sous forme des fréquences absolues, comme je l'ai déjà mentionné. On ne peut pas juste avoir une proportion. Puis, si on a des fréquences relatives et qu'on a accès au total, on peut le transformer en fréquence absolue. Donc là, on a deux règles qu'on peut utiliser. Celui qu'on utilise le plus, c'est les règles de Cochrane. Les règles de Roscoe, Byers et Zar, c'est optionnel. Donc, les règles de Cochrane, ce qu'ils indiquent, c'est qu'il n'y a aucune fréquence attendue moins que 1. Donc, dans mon tableau attendu, il ne devrait pas avoir de valeur moins que 1. Donc, le modèle n'a pas le droit de prédire rien. Mais dans mon tableau de valeurs observées, je peux avoir des zéros. Et moins que 20% des fréquences attendues sont plus petites que 5. Tandis que la règle de Roscoe, Byers et Zar, elle est moins restrictive que Cochrane. Et en fait, sa seule condition, c'est que si
notre alpha est 0,05, qui est le cas dans la majorité des tests qu'on fait. Notre effectif, le n, divisé par lorsqu'on multiplie le nombre de lignes fois le colonne, est plus grand ou égal à 6. Donc, si ce n'est pas, si vous n'avez pas, mettons, dans la règle de Cochrane, des fréquences attendues moins que 1 ou que le n n'est pas respecté pour cette deuxième règle, habituellement, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut regrouper les classes et ça explique en partie pourquoi dans certaines études, on voit la catégorie autre dans un tableau de la publication. Et aussi, il faut avoir 2 variables qualitatives ou une variable qualitative avec des variables, avec une autre variable quantitative ou semi-quantitative divisée en classes. Si par exemple, vous avez le pH en variable quantitative, avec une autre variable quantitative, vous pouvez transformer le pH en classe, mettons de 1 à 2, 2 à 3. Mais en faisant cela, vous perdez de l'information. Donc, puis regrouper des données en classe, c'est considéré comme une transformation des données. Donc, déjà, l'étape 4, il faut que vous construisez votre tableau des fréquences attendues car vous avez besoin de celui-ci pour vérifier les conditions d'application. Donc, comment est-ce que vous faites ça? Donc, pour ce test de qui-carré, je vous suggère fortement de placer le test dans un objet car ça va être plus facile de manipuler puis extraire les données par la suite lorsqu'il est dans un objet. Donc, dans ce exemple, on a nommé notre objet sexe.cheveux, puis on utilise la fonction choose.test. Puis dans notre argument, on met les deux, dans le fond, les deux variables qu'on a, donc c'est-à-dire le sexe et la couleur des cheveux. Donc, pour savoir, en fait, pour avoir notre tableau des fréquences attendues, on peut simplement mettre sexe.cheveux, le signe de dollar et expected. Ça va nous sortir les valeurs attendues pour chaque combinaison. Ici, on a aucune des valeurs est moins que 1, puis on n'a pas de valeur moins que 5, donc nos deux règles de Cochrane sont respectées. Et à l'étape 7, dans le fond, je vous le dis d'avance, on pourra simplement faire appel à sexe.cheveux qui contient déjà le test que nous avons exécuté, que nous avons tapé dans la commande. Donc, l'étape 5, là, on écrit la distribution de la variable auxiliaire. Donc ici, notre variable de qui-carré va suivre une distribution de qui-carré à nu des degrés de liberté. Donc, la formule utilisée ici, c'est L pour ligne moins 1 fois colonne moins 1. Donc, dans notre cas ici, dans les lignes, on a le sexe, donc 2 moins 1 fois 4 moins 1 pour les 4 couleurs de cheveux possibles. Donc, ça nous donne 3. La règle de décision, ça reste pareil pour tous les tests. On rejette l'hypothèse nulle au seuil alpha égale 0,05. Donc, comme je vous disais, à l'étape 7, on fait que appel à notre objet sexe.cheveux, car c'est dans celui-ci qu'on a placé notre test qui-carré. Puis ça va nous sortir, dans le fond, l'information suivante. Donc, le qui-carré, qui est la somme de toutes les qui-carrés des différentes combinaisons. Le degré de liberté qu'on avait déjà calculé qui est égal à 3
et la p-value qui est ici égale à 0,0133. Donc, lorsque vous faites l'importance de placer le test dans un objet, dans le fond, c'est de pouvoir le manipuler par la suite avec, comme j'ai montré tantôt, avec le signe de dollar et expected, ou vous pouvez aussi faire le signe de dollar et observed, puis ça va vous donner les valeurs observées. Dans ce exemple, on a déjà les valeurs observées dans notre tableau de contingence, donc ça ne nous sert pas, mais dans d'autres contextes, ça peut vous être utile. Donc, la décision statistique, donc on rejette notre hypothèse nulle au seuil alpha égale 0,05, car notre p-value est moins que 0,05, ce qui indique que la proportion de diverses couleurs de cheveux n'est pas le même selon le sexe. Et à l'étape 9, on fournit une interprétation biologique qui peut expliquer cette différence qu'on vient de constater. Donc, on peut cibler une combinaison en particulier et on va voir comment on va faire ça par la suite pour savoir quelle cellule contribue davantage à ce qui carré. Donc, oui, voilà. Donc, pour aller plus loin et voir les contributions, on utilise la fonction residuals et on le met au carré. Ça va nous donner les qui carrés individuels à chaque combinaison ou à chaque cellule. Donc, on voit quelle cellule contribue le plus. Donc, ici, visiblement, on voit que les cheveux noirs dans les deux sexes ont l'air de contribuer davantage avec des qui carrés de 3,6 et 5,14 respectivement pour femelles et mâles. Donc, il y a cette façon de le faire avec le signe de dollar residuals au carré. Une autre façon de le faire, c'est aussi de prendre vos données et utiliser la formule mathématique que je vous ai montrée tantôt et le calculer de cette façon dans R. Donc, en utilisant la fonction expected, vous pouvez avoir les valeurs attendues, puis avec les valeurs observées, avec observed, vous aurez les valeurs observées. Donc, vous aurez les deux paramètres qu'il vous faut, dans le fond, pour calculer le qui carré. Ouais, dans le fond, c'est ça que je vous montre ici, comment le faire manuellement. Donc, si on soustrait les valeurs attendues des valeurs observées, on obtient la différence. Donc, d'après le signe des différences, il y a moins de filles et plus de garçons qu'attendus qui ont les cheveux noirs. Habituellement, si il y a une différence qui va de un côté dans une ligne, la différence dans l'autre ligne va avoir le signe opposé. Comme vous l'observez ici, s'il y a un négatif ici, un négatif chez les femelles, ici c'est positif. C'est normal car dans l'objet donné, on a créé un tableau de contingence et donc lorsqu'on soustrait les valeurs attendues, on obtient les différences et on peut aussi savoir que c'est les cheveux noirs qui ont une plus grande différence. Et les colonnes ont toutes les mêmes valeurs en absolu, car c'est, comme je disais, c'est réciproque et que lorsqu'on divise par la valeur attendue par la suite, ce qui est comme la deuxième étape dans le calcul du qui carré, on obtient des qui carrés différentes dans chaque cellule. Donc, la règle de décision, tantôt, on s'était arrêté à juste dire qu'on rejette H0 au seuil alpha égale 0,05. Mais on peut aussi
utiliser la loi de qui carré avec le QChoose qu'on a vu au module 3. Et dans cette formule, on met notre probabilité de 0, notre alpha, 0,05, nos degrés de liberté 3. Puis comme ça va toujours être un test unilatéral à droite, lower point tail sera tout le temps false. Donc ici, on cherche si notre qui carré calculé est plus grand que le qui carré dicté par la valeur critique. Donc ici, notre qui carré est de notre valeur critique est de 7,814. Puis juste un petit rappel de nos hypothèses que notre hypothèse H0 nul, c'est que notre qui carré est égal à 0 et qu'il n'y a pas de relation entre nos deux variables. Donc, les valeurs attendues et les valeurs observées sont identiques. Puis l'hypothèse alternative est le contraire, c'est-à-dire qu'il y a une différence. Donc, ici, si on retourne à l'étape 7, on voit que le qui carré dépasse le 7,8 de la valeur critique. Il est en fait égal à 10,726. Et donc, c'est aussi indicatif pour rejeter H0. Donc, on peut se fier soit au qui carré ou soit à la p-value. Les deux vont aller dans la même direction. Donc, ça, c'est juste une petite parenthèse. C'est pas totalement en lien avec le qui carré. En fait, c'est juste un petit rappel pour les probabilités. Donc, lorsque je disais tantôt que notre test va toujours être unilatéral à droite, c'est pour indiquer que notre alpha va être placé du côté droit de la courbe qui est centrée sur 0. Cependant, notre courbe pour le qui carré, elle est asymétrique à droite. Les images ici, c'est avec un exemple de la loi normale. Donc, c'est ça. Donc, l'autre test de qui carré, c'est celui de conformité. Donc, ici, j'ai repris le même exemple que celui que le prof a donné, donc c'est-à-dire celui de la drosophile et la génétique mendélienne. Donc, la génétique mendélienne dit que le 3/4 des phénotypes vont être dominants, puis le 1/4 vont être récessifs. C'est représenté mathématiquement par cette comme ça, comme vous voyez ici, donc le 0,75 et les 2 points, 0,25, car ça va être important lorsqu'on veut exécuter la commande dans R. Notre effectif est de 200 drosophiles, donc en se basant sur ces valeurs, on peut donc construire le tableau attendu de 150 qui auront le phénotype dominant et 50 qui vont avoir le phénotype récessif. Puis nos valeurs observées, c'est ce qu'on observe sur le terrain et on peut se poser la question si ces données observées suivent le modèle de Mendel. Donc, ça revient un peu à la même logique que tantôt avec nos 3 tableaux. Donc, on calcule nos tableaux de qui carré avec cette même formule. Donc, on fait 150 moins 162 au carré divisé par 150, qui nous donne le 0,96. Et même chose pour le phénotype récessif. Donc, c'est ça. Puis, notre variable auxiliaire va encore une fois être la somme de nos qui carrés. Donc, ici, c'est égal à 3,84. Donc, toutes les étapes et les conditions d'application sont pareilles que le test de qui carré de contingence, sauf l'étape 2 et 7, parce que ici, on va se référer à une distribution de référence. Donc, à l'étape 2,
À l'étape 2, ce qui va changer, c'est notre vocabulaire, dans le fond. C'est que la distribution des phénotypes, on va dire qu'elle est soit conforme à la distribution de référence de Mendel ou soit qu'elle s'écarte de la distribution de référence de Mendel. C'est uniquement ça qui va changer. La notation mathématique reste pareille. Et la façon d'exécuter la commande choose.test va aussi être un peu différent. Donc, ici, on va lui donner un vecteur avec nos valeurs observées, c'est-à-dire 162 et 38. Puis notre P, le P c'est pour probabilité, il est égal à, c'est où on met nos deux probabilités qu'on a trouvées en se basant sur les lois de Mendel. Puis encore une fois, ici, vous placez votre test dans un objet, ça facilite par la suite les manipulations des données. Puis, ça nous donne le qui carré qui est le même qui carré qu'on a calculé, le degré de liberté qui est de 1 et le p-value qui est égal à 0, mais qui dépasse légèrement de 0,05. Donc, on ne rejette pas H0 et notre modèle est conforme au modèle mendélien. Un autre exemple qui est un peu différent, c'est si on aimerait savoir si les quantités de naissance à Montréal ont les mêmes proportions au fil des années. Donc ici, la distribution de référence, c'est que chaque année, il y a un nombre égal de naissances. Donc dans notre tableau naissance.txt, on a dans le fond, on l'a placé dans né. Donc, celui-ci contient les valeurs de 12 années, le nombre de naissances qui a eu lieu pendant 12 années. Donc, vous avez les chiffres ici. Puis, si on veut faire un test de qui carré sur ces données, on peut simplement le mettre dans la fonction choose.test et ça va être notre seul vecteur. Et ici, on n'a pas besoin de l'argument P égale pour la probabilité, car par défaut, la fonction choose.test va appliquer des proportions égales. Donc, il va assumer qu'à chaque année, on a des naissances égales, qu'on devrait avoir des naissances égales. Donc, dans le fond, la fonction qui calcule ces proportions égales, c'est la suivante. Donc, rep 1 sur length de nez. Donc, ici, on a 12 éléments. Donc, c'est 1 divisé par 12 qui nous donne la probabilité de 0,083. Donc, ça c'est juste quelque chose d'extra pour expliquer comment ça peut fonctionner dans un qui carré de conformité. Donc, le qui carré par permutation, c'est la version non paramétrique. Il est moins exigeant au niveau des conditions d'application. Puis, il est utile pour les situations où on a un petit échantillon ou dans les situations où on ne veut pas regrouper nos données ou créer la catégorie « Autre », comme je mentionnais tantôt. Dans le fond, c'est pour quand on rejette les règles de Cochrane et qu'on n'a pas assez de N. Donc, il y a juste une seule condition d'application, c'est l'indépendance des données. Et le calcul du test ça se fait par la même fonction choose.test avec votre vecteur en X. Et pour la mettre en mode permutation, c'est avec simulate.pvalue égale true. Puis le B, c'est le nombre de permutations que vous souhaitez. Par défaut, c'est 2000 dans R. Donc, si on reprend le même
les mêmes données qui se retrouvaient dans le tableau de naissance, puis on le fait de façon permutée. Ici, donc, on a mis simulate.p.value et on n'a pas indiqué de B. Donc, par défaut, R va faire 2000 permutations, ce qui est indiqué ici, based on 2000 replicates. Donc, ici, ça va nous sortir un key carré. Il n'y a pas de degré de liberté car on fait un test non paramétrique. Et le p-value qui est de 0,01299, donc qui se rapproche de celui que nous, on avait eu précédemment avec notre test paramétrique. Juste une petite note ici, on aurait dû prendre le test de conformité sans permutation parce que nos conditions sont respectées. Ça, c'est simplement comme exemple que je l'ai mis. Et aussi, quand vous faites un test par permutation, votre valeur de P, si vous faites le test comme 2-3 fois, elles peuvent différer. Votre valeur de P peut différer car c'est des permutations, donc ça se fait de façon aléatoire. Donc, ça termine le laïus pour aujourd'hui. J'aimerais juste revenir sur mes 2 questions du TP1 qui ont été pas très bien compris. Puis par la suite, j'ai des questions pour quiz un peu pour vous. Donc, la question 1 dans le TP qui vous demande, dans le fond, qui vous demandait de réaliser un test de corrélation. Donc, ça disait, depuis les dernières années, il y a une augmentation importante des concentrations en CO2 dans l'atmosphère. On veut vérifier si cette augmentation est d'origine anthropique. Donc, les chercheurs utilisent des mesures de l'isotope radioactif 14 du carbone, donc le carbone 14, dans l'atmosphère. Le raisonnement derrière est que depuis les années 1950 et les essais massifs d'armes nucléaires, l'atmosphère s'est retrouvée anormalement chargée en carbone 14, dont la demi-vie est de 5334 ans. Donc ici, lorsqu'on a une longue demi-vie pour un élément, la façon qu'on souhaitait que vous l'interprétez, c'est qu'on peut assumer qu'il reste constant dans le temps. Surtout que ça ne fait pas très longtemps depuis 1950 et que lorsque sa demi-vie est très longue, donc pour le réduire même en moitié, il faut presque 6000 ans. Donc, étant donné que l'émission du CO2 anthropique via l'utilisation des énergies fossiles n'émet pas de carbone radioactif, on devrait observer une diminution rapide du ratio, aussi appelé delta 14C, si l'industrie humaine est bien responsable de l'augmentation globale en CO2. Donc, le ratio, vous voyez bien que le numérateur est le carbone 14, donc il va rester constant. Le dénominateur va changer, donc il va augmenter dans le fond si on émet plus du CO2, ce qui veut dire que le ratio va diminuer. Et si on émet moins de CO2, le dénominateur va être plus petit, donc le ratio va augmenter. Donc, nous, on veut mesurer, on a à notre disposition des mesures de concentration. OK. Donc, on voulait vérifier si les augmentations globales de CO2 atmosphérique au fil des ans à l'Ajola sont bien d'origine anthropique. Donc, dans le fond, il y avait 2 choses à comprendre de cette question. C'est dans le fond de savoir qu'on voulait, ben oui, voici vos données. Donc, vous avez les données en fonction des différentes dates. Donc, on vous a donné, vous avez que besoin de 2 variables ici, donc c'est-à-dire la colonne date et le delta 14. Le CO2, c'était juste là pour vous mêler, puis il y en a quelques-unes qui ont fait un test avec la colonne du CO2 et le delta 14. Mais nous, on se demande plus dans le fil du temps. Donc, il fallait utiliser le temps et le delta 14. Puis, juste dernière question pour, mais en fait,
dernière question pour le retour sur le TP4. Dans la question 4H, où il fallait calculer l'intervalle de confiance de la pente, le N ici, c'est le nombre d'observations. Il fallait additionner le total des éléments dans la colonne X et Y et par la suite faire -2. Donc, c'était juste ça, les erreurs qui ont été le plus retrouvées. Là, j'ai juste des questions pour vous. OK. Donc, oui, je vais juste commencer. Donc, vous allez avoir une liste de tests et vous allez indiquer ceux qui sont applicables pour tester la question qui est posée. Donc, toutes les questions font référence aux longueurs des feuilles de Poinsettia, blanc et rouge. Et lorsqu'on parle de transformation des données, on entend à la fois les transformations par l'utilisateur, mais aussi certaines transformations qui sont effectuées de façon intrinsèque par un test sans qu'on le demande. Donc, la première question, c'est que lesquels des tests peuvent être utilisés sans transformer les données pour comparer la longueur moyenne des Poinsettia blancs et des Poinsettia rouges si ces données ne suivent pas une distribution normale, mais qu'elles sont équivariantes? Il y a juste une bonne réponse. OK, je vais fermer le vote dans 10 secondes. Dans le fond, la réponse, c'était le tester par permutation pour comparaison de moyenne pour échantillons indépendants. Donc, les autres tests demandent des transformations. Le test F de comparaison de variance, c'est pour comparer des variances. Puis le test paramétrique pour comparaison de moyenne pour échantillons indépendants, les données doivent être normales. Ce n'est pas un échantillon apparié, donc on n'utilise pas un test apparié. Dans la correction de Welsh, les données doivent être normales également. Le test de U, ça implique une transformation des données, dans le fond, qui est intrinsèque au test. Ce n'est pas une transformation que vous faites, mais que le test va utiliser des rangs. Et le ANOVA a besoin de la normalité des résidus.
OK. OK. Donc là, je viens de répondre à cette question, donc on va la sauter. Donc, si les données étaient normales, mais pas équivariantes, quel test vous pouvez utiliser sans transformer les données? OK, je vais fermer le vote dans 10 secondes. Oui, donc la réponse, c'est le test T avec paramétrique pour comparaison de moyenne avec correction de Walsh. OK. Si les données n'étaient ni normales ni équivariantes, quel test est-ce qu'on pourrait utiliser? Un dernier 10 secondes. Oui, exactement. La réponse, c'est le test U, donc le test de Wilcoxon-Mann-Whitney. Pour les tester, il y a des conditions d'application, donc on ne pourrait pas les utiliser. Et le qui carré, il n'est pas applicable ici parce que les variables sont pas, il n'y a pas une variable qualitative. Si des horticulteurs avaient produit une troisième variété, les poinsettias bleus, que vous vouliez comparer les longueurs des feuilles colorées des trois variétés, quel test utiliserez-vous si les données sont normales et équivariantes? Un dernier 10 secondes. Oui, effectivement, la réponse est un test ANOVA paramétrique, vu qu'on compare plus que deux, on fait plus que deux comparaisons. On a plus que deux moyennes. Okay. On pense que la couleur des feuilles, rouge, blanc, bleu, pourrait être liée au pH de la terre des pots, mesuré en trois catégories, acide, neutre, basique. Quel test pourrait-on utiliser? Un dernier 10 secondes. Oui, effectivement, la réponse, c'est qui carré. On ne cherche pas à faire une corrélation ici. Puis nos variables sont
sont en qualitatif, donc on ne pourrait pas faire une corrélation de Pearson. Puis, oups. OK. On a l'impression que chez les pointillés rouges, l'intensité des feuilles mesurée en 3 gradations pâle, moyen, intense pourrait être liée à la quantité d'azote de la terre dépôt qui est mesurée de façon quantitative. Quel test pourrait-on utiliser? Un dernier 10 secondes. OK. Donc ici, la bonne réponse, c'était le test de corrélation de Kendall, car on cherche une relation, on cherche à faire une corrélation entre la couleur, mais l'intensité de la couleur, puis la quantité d'azote. Puis on a des variables, mais la variable intensité en qualitative et azote en quantitatif. Donc, on ne peut pas faire Pearson. Je suis d'accord que ça peut être mêlant avec le ANOVA, car on a l'impression de faire plusieurs comparaisons. Mais pour bien distinguer quand on cherche une corrélation versus une comparaison des moyennes, c'est vraiment dans l'énoncé de la question que ça va vous permettre de savoir. OK. Donc là, j'ai simplement pris les questions 3 et 4 de votre TP que vous avez finalement pas à faire, juste pour réviser des notions qui sont importantes pour l'examen. Donc, en 1993, un chercheur australien a réalisé des relevés de végétation autour de la Cooper Creek, une importante rivière présente dans le sud de l'Australie. Il s'est plus particulièrement intéressé à caractériser la présence de Coliba, une variété d'Eucalyptus, en se demandant si la proximité de la rivière pourrait influencer sa régénération. Pour cela, il a sélectionné des quadrats en bordure de la rivière, notés rive, des quadrats un peu plus éloignés de la rivière sur les dunes et des quadrats situés entre les deux. Ensuite, il a noté pour chaque quadrat s'il y avait présence de Coliba ou pas. Donc, voici les 3 tableaux. Donc, vous avez le tableau observé avec la présence ou l'absence dans les 3 différents milieux. Le tableau avec les valeurs attendues qui peut être généré avec la fonction expected et les key carrés correspondant à chaque case. Donc, combien de degrés de liberté aura la valeur key carré de référence, la valeur key carré critique? Vous pouvez le mettre dans le chat, je n'ai pas fait de sondage. Oui, 2, c'est ça. Et donc, si je vous demande pour quel milieu les colibas ont-ils une préférence? Également dans le chat, il n'y a pas de sondage. OK, alors en ce qui dit la rive, effectivement,
c'est la rive. Mais là où il faut faire attention, c'est que là, j'ai posé la question, c'était quoi la préférence des colibas? Dans quel milieu est-ce qu'ils préféraient? Puis, si vous regardez que le tableau de qui carré, donc le dernier tableau à droite, on voit que le qui carré le plus élevé, c'est chez les dunes. Cependant, si on va aller voir plus en détail les deux autres tableaux, on voit que dans notre tableau observé, il y a 0 colibas qui sont présents dans les dunes. Donc, faire très attention en fait, de lire la question comme il faut et savoir qu'est-ce qu'elle demande parce que toute la réponse ne va pas nécessairement être dans votre tableau de qui carré, donc le dernier tableau. Et même si cette valeur, le 5,66, peut sembler est la plus élevée de ce tableau-ci et qui contribue plus au qui carré, c'est pas nécessairement là, mais en fait, c'est pas là où les colibas ont une préférence. Puis dernière question. Donc, la saison de la grippe s'étend dans l'hémisphère nord de décembre à avril. On se demande si la fréquence des cas est la même pour chaque mois durant cette saison. Donc, voici le nombre de cas d'influenza reportés au sud du Nevada de décembre à avril. La question. Quel est le nombre de cas attendus pour chaque mois si H0 est vrai? Oui, c'est 39. Oui, vous avez fait le total de toutes les cases, donc toutes les N que vous avez dans chaque mois et vous avez divisé l'effectif total par 5 dans le fond. Oui, c'est bien ça. Donc, ouais, ça clôt, ça clôt le laïus d'aujourd'hui. Juste des petits conseils pour l'examen. N'oubliez pas de réviser le cours qui a eu lieu juste avant l'intro parce qu'il fait l'objet de l'examen final. Faites attention aux conditions d'application, donc comme Shapiro, les dispersions de résidus. Sachez quel test utiliser quand et surtout savoir unilatéral ou bilatéral, paired ou pas, donc un test à parier ou pas. Et faites attention aux erreurs de type 1 et de 2. Et savoir bien interpréter les sortilèges, c'est également important. Puis, je vous conseille de réviser les questions qu'on a fait ensemble à la fin de chaque laïus. Sinon, je vous remercie pour la session. C'était très agréable pour moi de faire les laïus avec vous et je vous souhaite bon courage pour le final. Ça va bien aller. Et joyeuses fêtes, joyeux Noël. On peut se retrouver dans 10 minutes pour voir pour vos questions reliées au TP que vous avez à remettre demain, dans le fond. Oui. Ouais, merci beaucoup à vous aussi, joyeuses fêtes. Donc, à 4h40.